13 mots. C'est vraiment tout ce qu'il a fallu pour... Pour figer absolument tout le monde. Ouais. Exactement. 13 mots prononcés, en fait, un peu au détour d'une phrase, devant un micro. Et ça suffit pour paralyser des capitales entières en Afrique centrale et mettre les stratèges de Washington en alerte rouge. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Et c'est une plongée fascinante aujourd'hui. On s'attaque à un extrait très court, mais géopolitiquement très lourd. Ça implique les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la RDC. C'est ça. L'objectif pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décortiquer ces quelques phrases pour comprendre les dynamiques de pouvoir bien réelles qui sont en jeu. Mais avant de plonger là-dedans, on doit faire une pause cruciale. Tout à fait, le fameux avertissement. Voilà. Notre source tourne autour d'une déclaration spécifique de Donald Trump. Et il est absolument impératif de souligner qu'ici, on ne prend aucun parti. C'est très important de le remplir. Je veux dire, il n'y a aucune approbation, aucune critique de ses opinions politiques, ni de celle d'aucune autre administration d'ailleurs. Qu'on parle de la gauche ou de la droite, ça n'entre pas en ligne de compte. Notre approche est purement analytique. On rapporte les faits de manière impartiale. On est là pour faire une lecture presque clinique en fait. On démonte le mécanisme de cette interaction pour comprendre comment la pression internationale se construit. C'est clair. Et ce qui rend le truc si captivant, c'est que ça s'est pas du tout passé dans un sommet officiel prévu depuis des mois. Non, pas du tout. Ça échappe complètement aux canaux diplomatiques classiques. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. On utilise souvent l'image des échecs en diplomatie. Mais là, imaginons plutôt une immense table de poker à très hauts enjeux. Ouais, avec beaucoup de bluffs. Exactement. Un joueur qui a une montagne massive de jetons devant lui, les États-Unis, vient juste de faire un micro-mouvement, genre un rictus, ou juste tapoter du doigt sur ses cartes. Il n'a même pas encore misé. Voilà, il n'a rien misé, mais ce simple geste fige tous les autres joueurs autour de la table. Tout le monde retient son souffle et essaie de deviner ce qu'il va faire. Et pour comprendre l'impact de ce mouvement, je pense qu'il faut d'abord regarder de très près la personne qui l'a provoqué. Le profil du messager, oui. Parce que c'est vraiment le messager qui donne tout son poids au message ici. Le texte source détaille le parcours de cette correspondante et c'est le premier niveau de lecture qu'on doit comprendre. Vas-y, dis-nous en plus sur elle. Alors, elle a une double casquette médiatique ultra solide. D'un côté, elle présente pour la PA, la télé angolaise, et de l'autre pour la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. D'accord. Donc une vraie audience et un ancrage institutionnel direct en Afrique centrale et australe. C'est ça. Mais là où ça devient vertigineux, et c'est bien le mot, c'est quand la source énumère ses accès à Washington. Ah oui, cette liste est folle. Elle est correspondante permanente auprès de, écoutez bien, la Maison-Blanche, le Sénat américain, le Pentagone et le département d'État. Attendez, cumulé? Absolument cumulé. Et c'est une anomalie totale dans le journalisme politique. Je veux dire, obtenir un badge permanent pour juste une seule de ces institutions, ça demande de passer des filtres de sécurité draconiens. C'est clair. Mais cumuler l'accès à l'exécutif, au législatif, à la diplomatie et à l'appareil militaire américain, en fait, ça veut dire que cette personne gravite tous les jours dans les centres nerveux de la première puissance mondiale. Ben oui. Mais je veux pousser la réflexion un peu plus loin. Parce qu'il ne faut pas non plus fantasmer le truc. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avoir un laissez-passer autour du cou, même au Pentagone, c'est pas ça qui te donne le pouvoir de dicter la politique étrangère. Un journaliste, ça pose des questions, c'est pas ça qui signe les décrets. Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à une simple présence dans une salle de presse ? C'est la bonne question à se poser, c'est vrai. Elle ne signe rien. Mais il faut comprendre comment fonctionne la machine bureaucratique américaine. Tout repose sur le fameux on the record, la déclaration publique. Ah, la trace officielle. Voilà. Quand une correspondante qui représente l'Angola et la RDC se lève à la Maison-Blanche et pose une question ultra ciblée sur un conflit africain, en fait, elle crée une obligation de réponse. Elle force la main du porte-parole. Exactement. Washington aurait peut-être préféré esquiver le sujet ce jour-là, dire que c'est pas la priorité. Mais là, le dirigeant ne peut pas juste ignorer les représentants de deux nations souveraines devant toutes les caméras. Ouais, le simple fait de poser la question agit comme un énorme projecteur qu'on allume d'un coup sur une zone d'ombre. C'est totalement ça. Et sans être diplomate de métier, elle exerce une vraie diplomatie d'influence. Elle impose l'agenda. Elle décide de quoi l'Amérique doit parler publiquement à cet instant T. Ce qui nous amène, forcément,
À cette fameuse réponse, la phrase qui a tout déclenché. La source rapporte que Donald Trump a dit qu'il, et je cite, examinerait de près le refus du Rwanda de se retirer de la RDC. Examinerai de près, oui. Et ces mots, il faut vraiment les passer au microscope, surtout avec le contexte que le document donne juste après. Le contexte sur le terrain? Ouais. Le texte parle d'un climat de tension croissante dans l'est de la RDC, avec la présence rwandaise qui fait l'objet de nombreuses accusations et d'inquiétudes internationales. Il y a un décalage dingue quand on y pense. D'un côté, on a une réalité explosive sur le terrain, des accusations formelles d'ingérence, et de l'autre, une formule politique super molle, genre examiner de près. C'est vrai que le contraste est frappant, mais c'est pas du tout accidentel. Déjà, regardons ce que la phrase valide publiquement. En parlant du refus de se retirer, Washington confirme officiellement deux choses. La première, c'est qu'ils sont bien sur place. C'est ça. Que le Rwanda est bien présent militairement en RDC, ce qui est souvent nié ou noyé dans un flou de communication. Et la deuxième chose, c'est qu'une demande de retrait a été faite et refusée. En gros, il grave cette réalité dans le marbre diplomatique. D'accord, je vois. Mais bon, soyons pragmatiques 2 minutes. Dire qu'on va examiner de près une crise pareille, c'est pas juste la définition absolue de la langue de bois. Tu penses à une dérobade? Mais oui, complètement. C'est le genre de phrase creuse sortie tout droit d'un service de com pour ne fâcher personne. Pourquoi le Rwanda ou qui que ce soit d'autre s'inquiéterait d'une promesse d'examen 1? Voilà, c'est la dissuasion par le flou. Les gouvernements savent très bien que derrière ce on examine, l'appareil d'État américain est en train de compiler des rapports, d'évaluer les options militaires et économiques. Et pendant cette période de flottement, tout le monde ajuste son comportement par pure précaution. Et ça nous propulse directement dans la troisième partie de notre analyse. Le document extrait de ça 3 grands scénarios possibles, comme une réaction en chaîne. Oui, 3 questions majeures qui s'enchaînent. Première question, point. Les États-Unis vont-ils passer aux actes et accentuer la pression diplomatique? Ça, c'est le premier domino. Exactement. Deuxième question qui en découle, face à cette pression, le Rwanda va-t-il céder? Et enfin, la troisième, la plus concrète, quel sera l'impact de tout ça sur la sécurité, en particulier dans la ville de Goma et dans tout l'est de la RDC? Arrêtons-nous sur le premier point. Parce que pression diplomatique, on l'entend tout le temps aux infos, ça veut un peu tout et rien dire. Concrètement, ça ressemble à quoi quand Washington serre la vis? Alors, c'est pas des ultimatums à la télévision. C'est beaucoup plus insidieux. Ça commence par des restrictions de visa pour les officiels, des blocages discrets sur les aides bilatérales. Le portefeuille, toujours? Toujours. Ça peut aussi être des pressions en coulisses au FMI ou à la Banque mondiale. Sur le plan militaire, c'est le gel des ventes d'armes ou des entraînements conjoints. Et bien sûr, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, où Washington peut orienter le mandat des casques bleus sur le terrain. Donc si ce premier domino institutionnel tombe, on arrive à la deuxième question. Comment un pays ciblé réagit? Comment ça se passe dans une capitale quand on se prend cette pression? C'est un calcul permanent entre la survie économique et la survie sécuritaire. Si le coût des sanctions, genre perdre des financements vitaux, devient trop lourd par rapport à l'avantage de rester en RDC, alors l'État recule. Mais s'ils considèrent que c'est une question de vie ou de mort pour leur propre sécurité nationale, C'est là que tout bascule. Si l'enjeu est jugé existentiel, les sanctions peuvent provoquer l'inverse, un durcissement total. Le pays pourrait même accélérer ses offensives pour créer un fait accompli sur le terrain avant que l'économie ne s'effondre. ce qui rend le truc super instable. Totalement imprévisible. Et ça nous amène au troisième scénario du texte, l'impact sur Goma. Pour que notre audience visualise bien ça, la meilleure métaphore pour moi, c'est la géologie. En gros, la région de Goma, c'est l'épicentre d'un séisme tectonique mondial, J'adore cette image, c'est très parlant. n'est-ce pas? Doma a une population énorme, des camps de déplacés immenses. Ils sont physiquement sur la faille. Ils ressentent les vibrations tous les jours. Mais les plaques tectoniques qui provoquent ça, elles ne sont pas du tout sous le sol du Nord Kivu. Non, les points de friction sont à des milliers de kilomètres. Exactement. Sous les moquettes épaisses de Washington, de Kigali, de Kinshasa. Et quand ça frotte là-bas, L'onde de choc est instantanée. c'est ça. Une petite tension lors d'un point presse. Une hésitation dans un comité au Sénat. Ça accumule de l'énergie. Et quand ça craque, l'onde traverse l'Atlantique et devient une vraie secousse militaire à Goma. La sécurité de millions de personnes dépend d'un truc aussi flou qu'un examen attentif prononcé sur un autre continent. Et sur le terrain, ça se traduit très concrètement. Les lignes d'approvisionnement, l'avancée des troupes, tout est suspendu à la façon dont les acteurs interprètent ce que veut l'Amérique. Si on pense que Washington va sévir, on recule et Goma respire un peu.
Si on pense que le silence vaut acceptation, l'étau se resserre sur la ville. En fait, ces 13 mots de notre source ne sont plus juste un commentaire sur la crise. Ils font partie de la crise. Exactement, c'est devenu une variable active. C'est le moment de rassembler toutes ces pièces. Si on prend un peu de recul sur cette analyse, ça nous dit des choses très profondes sur la façon dont le monde tourne aujourd'hui. Complètement. Le fil rouge, c'est de voir comment une tension hyper locale remonte jusqu'au sommet du pouvoir mondial, tout ça grâce à l'accès exceptionnel d'une seule journaliste, et comment, en retour, la réponse volontairement floue des États-Unis redescend frapper le terrain avec une force démultipliée. Je crois que la plus grande leçon pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut vraiment changer notre façon de consommer l'actualité. Si on veut comprendre un conflit, ça ne suffit plus de regarder une carte avec des petits drapeaux et des mouvements de troupes. Non, ça ne suffit plus du tout. Il faut regarder ce qui se passe dans les salles de presse, décoder les silences dans les ministères. C'est là, dans le choix hyper précis des mots, que l'avenir se joue. L'information est devenue une arme tactique aussi puissante qu'un embargo économique ou un bataillon militaire. C'est clair. Et je voudrais terminer là-dessus avec une réflexion un peu vertigineuse qui ressort de notre analyse d'aujourd'hui sur la nature même du pouvoir moderne. Je t'écoute. Le document insiste beaucoup sur la capacité de cette correspondante à pénétrer ces sanctuaires du pouvoir américain. Historiquement, la diplomatie, c'était le truc des puissants, à huis clos, qui imposaient leurs règles. Mais là, on assiste à une inversion folle, l'asymétrie du pouvoir diplomatique. L'arme de coercition douce. Exactement. Des nations en développement ont compris comment utiliser les médias occidentaux pour forcer la main des géants. Tu places quelqu'un dans la salle de presse de la Maison-Blanche, tu zappes toute la lenteur des ambassades, tu poses une question sous l'œil des caméras du monde entier et tu obliges une superpuissance à calculer sa stratégie en direct. Tu les forces à sortir du bois, en fait. Voilà. Tu les obliges à s'engager, ou alors à montrer publiquement leur inaction. Le vrai champ de bataille a changé d'adresse. La vraie question, c'est peut-être plus seulement de savoir qui a la plus grosse armée, mais qui est assez malin pour tendre un micro au bon moment et forcer le géant à abattre ses cartes. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très bientôt.